Chers spectateurs, bienvenue à Afrique Café. Aujourd'hui, nous allons explorer la CEDEAO de l'Union à la fragmentation régionale. Mais avant, faisons un tour d'horizon. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fait actuellement face à une crise majeure, tandis que plusieurs de ses États membres traversent des transitions politiques tumultueuses. Cette organisation régionale englobe une zone géographique où de nombreux pays ont été secoués par des coups d'État à répétition. La CEDEAO s'est également heurtée à d'importants défis en ce qui concerne l'intégration économique. Les disparités économiques entre ses États membres, les conflits internes, la corruption et la fragilité des institutions ont entravé la réalisation des objectifs d'intégration. À présent, la question cruciale réside dans la capacité de la CEDEAO à surmonter ces défis et à redevenir une union solide. Docteur Saab Benjamin Traoré, vous êtes professeur assistant à l'Université Polytechnique Mohamed VI. Vous êtes également spécialiste en droit international public. Merci d'être avec nous. Merci. Alors pour parler de la CEDEAO, je pourrais avoir un certain panorama. Quels sont les défis auxquels la CEDEAO est confrontée en matière de préservation de son unité et de sa cohésion dans la région ouest-africaine? Alors merci beaucoup. Je pense qu'il faut peut-être commencer par situer ou indiquer de quelle CEDEAO on parle exactement. À mon avis, il y a au moins deux CEDEAO. Une CEDEAO officielle qui est celle des organes, notamment de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui prend un certain nombre de décisions ces derniers temps. Et puis, vous avez de l'autre côté la CEDEAO des peuples, pour laquelle, à mon avis, on ne peut pas parler nécessairement de manque de cohésion, ou de manque d'unité ou de fragmentation. Par contre, en ce qui concerne évidemment la première, c'est-à-dire la CEDEAO officielle, celle qui adopte un certain nombre de décisions, il y a évidemment aujourd'hui un certain nombre de problèmes dans ses rapports, non seulement avec certains États, mais certainement aussi dans le regard que les peuples portent sur ces organes de la CEDEAO. Alors, moi je dirais que cette CEDEAO officielle est confrontée à une série de défis. Le premier, c'est certainement le défi qui consiste à pouvoir mettre un terme à cette succession de coups d'État qu'on observe dans la région. Le fait que les militaires, contrairement aux textes et aux engagements de la CEDEAO, décident de s'immiscer de façon constante dans la vie politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à mon avis, dans l'immédiat, le défi pour la CEDEAO et ses organes, c'est de s'assurer que malgré le contexte tendu dans lequel l'organisation est plongée, qu'elle arrive néanmoins à garder un minimum de communication, un minimum de dialogue avec les autorités des pays qui constituent aujourd'hui évidemment le cœur des polémiques au sein de la CEDEAO. Et de ce point de vue, il faut justement trouver l'équilibre juste entre le besoin de sanctionner pour dissuader et la nécessité de continuer une sorte de dialogue, surtout dans un contexte sécuritaire et humanitaire qui est catastrophique dans la région. Donc il faut permettre à la CEDEAO de pouvoir continuer son action malgré les divergences qui existent entre ces institutions et notamment ces États-là. Et enfin, je dirais qu'il y a un autre type de défi pour la CEDEAO qui me semble être aussi urgent à regarder, c'est comment faire en sorte que la CEDEAO puisse refléter les intérêts et les aspirations des populations ouest-africaines. Et justement, cette deuxième CEDEAO que j'avais évoquée plus tôt semble avoir un certain nombre de reproches, de griefs aux institutions de la CEDEAO, et il me semble que restaurer la confiance est une urgence et un défi à l'heure actuelle. Alors vous avez évoqué la question, le sujet des coups d'État, qui est très important.
Il y a eu les sanctions, il y a eu les tentatives de solution diplomatique, il y a eu aussi la menace de la solution militaire. Et tous ces éléments-là s'éloignent de la mission initiale de la CEDEAO qui était l'intégration économique, le développement socio-économique. Alors, dans quelle mesure ces coups d'État ont-ils affecté la crédibilité et l'efficacité de la CEDEAO en tant qu'organisation régionale? Alors, ça c'est effectivement une question importante. On a beaucoup parlé de l'attitude récente de la CEDEAO à l'égard du Niger. Je pense que ça ne vous aura pas échappé, cela fait déjà quelques années que il y a certainement un problème de crédibilité qui se joue entre les organes de la CEDEAO et un certain nombre d'États et une certaine opinion publique, notamment en Afrique de l'Ouest. Moi, je dirais que la question de la crédibilité de la CEDEAO se pose donc depuis un moment. On reproche notamment à ces institutions, notamment à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est son institution, son organe le plus élevé. On lui reproche notamment de constituer une sorte de syndicat de chefs d'État qui n'agirait que pour ses propres intérêts. Une autre chose qu'on lui reproche, c'est d'être une institution qui a été incapable d'apporter des réponses non seulement au tripatouillage de constitution que l'on a pu observer dans la région. Il y a certains chefs d'État qui aujourd'hui siègent dans cette conférence des chefs d'État et de gouvernement dont la légitimité a été sérieusement affectée du fait justement de manipulations constitutionnelles dans leurs propres États. Et on reproche également à cette CEDEAO de n'avoir pas concrètement apporté des solutions à non seulement la crise sécuritaire, mais plus généralement d'être une organisation assez défaillante sur les questions, n'est-ce pas, de décollage économique de la région. Donc la CEDEAO, la crédibilité de la CEDEAO se jouait déjà depuis un moment avec de tels reproches. Ce qu'on observe de nouveau dans ce qui s'est passé récemment, notamment au Niger, au Mali ou au Burkina, c'est qu'on lui reproche désormais d'être une organisation à la solde d'un agenda extérieur, c'est-à-dire une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui agirait uniquement sous un agenda qui lui serait imposé de l'extérieur par des puissances étrangères ou par des acteurs extérieurs. Je pense que c'est à ce niveau qu'aujourd'hui, il y a un coup sérieux qui est porté dans l'opinion publique ouest-africaine à la crédibilité de cette institution. Alors, je pense que tout ceci constitue évidemment des défis et je pense qu'il y a lieu pour la CEDEAO justement de travailler à redorer son blason au regard de ces éléments qui viennent, pour ainsi dire, discréditer son action. Alors, c'est là peut-être la question la plus compliquée, c'est comment la CEDEAO peut-elle résoudre ces divisions internes? Est-ce qu'il y a besoin de réformes? Si oui, quelles réformes? Alors, je pense que évidemment, vous avez raison, c'est une question très épineuse. À mon avis, aujourd'hui, évidemment, dans le contexte de bouillonnement actuel, on entend un peu tout sur la CEDEAO, on lui reproche tout. Moi, je pense qu'il est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La CEDEAO est peut-être un peu victime de ses ambitions. Comme vous le savez sans doute, la CEDEAO est une organisation qui a été créée à la base pour accomplir une mission de développement économique. Donc, c'est une organisation d'intégration économique à la base. De ce point de vue, je pense qu'il y a un ensemble de réalisations qui ont été faites, même s'il reste énormément à faire,
il y a un ensemble de réalisations qui, il faut l'avouer, ont été faites dans l'action de la CEDEAO depuis sa création en 1975. Je pense que quand on visite les autres régions du continent, on se rend tout de suite compte que la région ouest africaine est assez privilégiée, notamment sur des questions aussi simples que la libre circulation des personnes et des biens. La CEDEAO a décidé à un moment donné de considérer que le développement économique et l'intégration économique ne pouvaient se réaliser que s'il y avait la paix et la stabilité dans la région. Ce qui est un constat qui était tout à fait pertinent. Et donc, dès la fin des années 80, au début des années 90, la CEDEAO a décidé de s'engager un peu plus fortement sur le terrain politique, dans le domaine politique des États, en travaillant à remettre en cause ou à combattre, je dirais, les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et à s'occuper, depuis notamment le protocole de 99 sur les mécanismes de prévention et de gestion des crises, et à s'occuper désormais de questions de paix et de sécurité. C'est à ce niveau, évidemment, que le bilan aujourd'hui de la CEDEAO est très critiqué. Donc, il faut le préciser. Et à mon avis, est-ce qu'il faut une réforme de l'organisation? Je ne suis pas toujours favorable, en fait, à l'idée de réforme, à l'idée suivant laquelle, à chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut créer de nouvelles institutions ou de nouvelles législations, ou de nouvelles normes. Mais il me semble en fait qu'il faudrait déjà que la CEDEAO revienne à ses objectifs initiaux, qui, à mon avis, le fait que la CEDEAO, à mon avis, n'ait pas été capable de porter véritablement dans la sous-région un développement et un progrès économique et social, constitue véritablement la raison pour laquelle il y a une instabilité aujourd'hui dans cette région. Et cette instabilité est liée justement aux situations économiques très défavorables des pays et des populations qui sont concernés. Donc, à mon avis, la CEDEAO devrait peut-être se focaliser davantage sur de grands projets de développement qui pourraient être menés dans la sous-région à travers sa coordination. Je pense notamment à des grands projets énergétiques, à des projets en matière d'agriculture, qui constituent des objectifs qui actuellement, précisément sont prévus dans les textes de la CEDEAO. Deuxièmement, il faudrait peut-être que sur les questions de paix et de sécurité, la CEDEAO joue, qu'on trouve un moyen, peut conduire cette réflexion, de faire en sorte que la CEDEAO agisse de façon assez objective pour l'intérêt de la communauté et non pour des intérêts individuels de certains de ses membres ou d'acteurs extérieurs. Évidemment, c'est difficile pour une organisation internationale de toujours séparer, n'est-ce pas, les objectifs et les buts de l'organisation avec des agendas politiques personnels de certains de ces acteurs. Mais il me semble que l'une des voies qu'on pourrait, une des pistes qu'on pourrait explorer, c'est une meilleure collaboration, une meilleure coordination, par exemple, avec l'Union africaine. De sorte que peut-être que l'Union africaine est en charge de décider davantage sur ces questions-là pour essayer, n'est-ce pas, de rendre les décisions prises beaucoup plus objectives. Parce qu'il me semble que plus on est proche d'une situation, plus certains acteurs peuvent être directement intéressés. Et de ce point de vue, leur intérêt immédiat à une forme ou une autre plutôt qu'une autre de résolution des conflits pourrait avoir un effet sur la crédibilité et l'objectivité des décisions qui sont prises. Alors que au niveau de l'Union africaine, peut-être que on aurait des décisions un peu plus objectives. Et peut-être pour finir, je dirais qu'il y a peut-être un besoin de faire en sorte que les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, dans le sens que j'explorais tout à l'heure, puissent
être fondée sur des critères et une évaluation plus objective. Et de ce point de vue, il me semble peut-être qu'on peut explorer quelques pistes de réforme, notamment en matière de sanctions qui sont adoptées et comment faire en sorte que ces sanctions ne soient pas véritablement le reflet des humeurs des chefs d'État, mais plutôt d'un besoin objectif de sanctionner pour arriver à des buts précis. Alors, l'objectif, c'est de renouer avec l'esprit initial de la CEDEAO. Docteur Traoré, merci beaucoup pour vos réflexions, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et chers spectateurs, merci de nous avoir rejoints et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Afrique Café.